Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour un nouveau menu crowdfunding un petit peu plus chargé que la semaine dernière. Je vous l'avais dit, on est entré dans le mois d'août. Mois d'août, généralement, ça rime avec menu très léger. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais cette semaine, post-Gen Con, le festival aux États-Unis vient de se terminer, il y a un petit regain en termes de campagne sur Kickstarter GameFound. C'est un petit peu plus intéressant, on reste sur du léger comparativement à d'autres mois tels que avril, mai, octobre, novembre par exemple, mais tout de même il y a un tout petit peu plus de matière, même si cette semaine encore une fois, on aura quand même un dessert, hein. Je le place en dessert malgré tout, vers de quel jeu je parle par la suite. Il y aura un dessert, il y aura peut-être deux plats principaux, on aura principalement quand même beaucoup de desserts bien évidemment, mais quand même c'est un peu plus intéressant que la semaine dernière, et donc forcément j'imagine un poil plus long, peut-être aux alentours d'une heure de vidéo j'imagine, alors que vous l'aurez remarqué, hein, je pense dès la première seconde de la vidéo. Mais alors que je viens de fêter mes 38 ans il y a ça 2 semaines, une semaine en réalité, le temps passe vite, une semaine, et ben mon corps est encore en mesure de sécréter des stars comme si j'avais 14 ans. C'est beau ça, je suis encore jeune, je me sens jeune pour une raison dégueulasse, mais quand même je me sens jeune. Bon allez, sans plus tarder, on se lance donc entrée, plat, dessert, puisque oui, aujourd'hui il y aura bel et bien les trois. C'est parti. On commence par Metis, actuellement sur Kickstarter. C'est une nouvelle édition du jeu proposé par Aerobellum Games. On avait déjà traité du jeu d'ailleurs lors de sa première apparition sur Kickstarter, ou même deux je crois. Il avait fait deux apparitions, non une seule, excusez-moi. Je m'étais trompé de souvenir pour le coup. Et donc Metis The Art of Control, qui pour le coup avait une DA vraiment plus intéressante. Une vraie belle DA pour un petit print and play, on en voit assez rarement, et là pour le coup c'est vrai que ça présentait plutôt très bien. Le jeu avait marchouillé, 280 contributeurs, c'est pas énorme, mais Aerobellum c'est un éditeur qui ne fait pas beaucoup parler, qui produit essentiellement des jeux en print and play, pas uniquement, hein, on l'a vu, ils ont proposé d'autres jeux qui n'étaient pas en print and play, mais c'est quand même souvent le cas, ça a été le cas pour Metis, Hive ou encore Moonlight par exemple, et donc ils reviennent avec une nouvelle version donc, de Metis, qui se veut bien plus épurée, visuellement parlant, donc moins unique, moins jolie pourrait-on dire également, moins attrayante en tout cas visuellement, mais beaucoup plus flexible et leur permettant ainsi donc de créer de nouvelles maps dans tous les sens. Bref, c'est un canevas qui leur laisse plus de liberté créatrice pour développer l'univers de Metis, et en tout cas c'est comme ça qu'ils présentent cette nouvelle édition qui, c'est vrai, visuellement donne peut-être un tout petit peu moins envie d'y aller. On est sur un beau score, puisque on est déjà à 211 contributeurs, donc presque les 3/4 du score de la campagne initiale, alors que la campagne a débuté il y a 3-4 jours, et qu'il en reste encore 12 avant la fin de cette dernière, donc c'est plutôt bien parti pour Metis. Pour rappel, c'est un jeu qui se joue en solo ou en duel, donc 1 contre 1, pour des parties de 30 à 45 minutes, et en gros vous allez imprimer donc une grande map sur laquelle vous allez évoluer tout le dé. Il y a du draft d'action, il y a du roll et du write, bien sûr, une sorte de contrôle de territoire. On va recruter différents agents pour influencer sur les différents territoires qui s'offrent à nous, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'imprimer une map. En réalité vous aurez tout un tas de maps donc, que vous pourrez sélectionner au début de votre partie. Laquelle allez-vous choisir pour justement pour vous lancer dans cette nouvelle partie? Ça sera à vous de choisir. Il y aura aussi donc un mode solo qui sera disponible également et qui semble être assez solide. Ma foi, c'est un petit jeu que j'aimerais bien tester, mais bon, j'ai toujours le même problème avec les print and play, ça ne m'attire pas. Je sais qu'il faut imprimer tout le bousin, il faut éventuellement le plastifier, et il n'a pas de présence physique dans ma ludothèque, ce qui fait qu'il va vraiment jamais sortir. Donc généralement c'est pas le bon plan pour moi. J'en ai 2-3 des print and play qui sont très sympas d'ailleurs, mais qui sortent jamais, pour les raisons que je viens d'énumérer. Mais ceci dit, si je devais en prendre un, Metis, ouais, il ferait peut-être partie de la liste, parce qu'il a l'air d'être vraiment cool. Pour ce qui est des prix, vous avez donc le pledge à 6$, donc le pledge de base Metis Advisor, avec 8 maps uniques. Sinon, vous avez le pledge Loyalist, avec tout ce qu'on a vu dans le Advisor, plus encore plus de maps additionnelles et de conflits inspirés de l'histoire réelle pour le coup.
Et puis sinon vous avez la Complete Collection, donc là c'est la totale de ce qu'on a vu dans le Pledge Loyalist, donc le pledge de 9$, plus 3 campagnes, comment dirais-je, historiquement thématisées pour du solo ainsi que du jeu à 2. Donc voilà, ça peut être assez intéressant, c'est pas trop onéreux si on se contente des 3 premiers pledges. Il y en a un autre qui vous permet d'accéder à un peu plus de matos de la collection de l'éditeur, mais pour ce qui est de Metis uniquement, ça va de 6 à 12$, pardon, et donc il n'y a pas de frais de port bien évidemment, parce que c'est un print and play, mais ça a l'air d'être relativement intéressant. Donc pour Metis, actuellement donc en campagne pour 12 jours, 211 contributeurs, près de 2600€ d'engrange. On reste sur du Roll and Write en print and play, cette fois-ci un peu moins cher, 3€, mais avec des prix un peu plus hauts aussi, puisqu'on en a l'habitude, avec Radek Ignatov. Radek Ignatov qui en est à son 10e projet sur Kickstarter. On le connaît pour des jeux comme Night, Chronicles of Civilization, Space Alone, Island Alone, etc. Bref, encore une fois, que du PNP à foison de la part de l'auteur polonais qui nous offre toujours des campagnes avec le français comme langue disponible en PDF. Donc il a du goût, ce monsieur. Il nous propose des campagnes avec du français. Et il me semble que certains de ces jeux avaient eu droit à quelques vidéos en français, dans la sphère francophone en tout cas, pour présenter les jeux. J'ai pas cru voir de vidéos en français sur Townspire, mais peut-être que je me suis trompé. On vérifiera au cours de la campagne. 209 contributeurs pour l'instant, le projet est donc financé. C'est toujours aussi simple de financer des projets en print and play de toute façon. Là-dessus, c'est pas forcément une donnée très objective. Mais donc Townspire, 10e campagne pour Radek Ignatov. Il s'agit ici de construire son village, sa région, on va dire, médiévale. C'est pour 1 à plus de joueurs, hein, c'est comme assez souvent avec lui, pour 8 ans et plus, donc c'est très accessible, très simple à prendre en main, et pour des parties allant de 20 à 30 minutes environ. C'est simple, vous allez avoir un mécanisme de flip and write qui va pouvoir utiliser des cartes à imprimer vous-même ou une application dédiée, ce qui est plutôt intéressant, ça facilite un petit peu le processus et c'est pas très intrusif. Et simplement, vous allez avoir, voilà, ici sur les cartes dans l'application ou en carte physique, 2 parties. Vous allez choisir quelle phase va être active au cours de la partie. Il y aura toujours une construction à opérer. Ici, par exemple, une construction à côté d'une zone d'eau. Donc, on va construire par exemple un petit bâtiment ici. On va parfois être amené à mettre du bétail, des cultures, ce genre de choses-là. Même des bandits, on peut avoir aussi des petites cases à meubler, à peupler d'items négatifs tels que des bandits par exemple ou des loups qui vont bouffer votre bétail, mais on va pouvoir les protéger en ajoutant aussi des gardes ou ce genre de choses là, des tours de garde également. Bref, ça va être assez riche même si c'est très accessible. Donc ouais, un petit jeu que, encore une fois, pour du print and play, s'il avait une version physique, pourrait m'intéresser un peu plus. Pas diablement non plus, mais quand même un petit peu plus. Ça a l'air d'être relativement intéressant malgré tout. Et puis le système de l'application intégrée pour faciliter un petit peu le processus, ne pas avoir à imprimer encore plus de matos que la seule map d'origine. Bon, ma foi, ça peut être relativement intéressant. C'est 3€ donc pour le pledge basique, donc une map de Townspire, plus les cartes d'action qui vont avec bien sûr. Ensuite à 5€, on a le pledge de Core avec une map, 16 cartes d'action, ainsi que tous les stretch goals. Ouais, tous les stretch goals qui seront inclus dans ce pledge aussi. Et sinon on a un all-in à 11€ qui inclut 4 maps pour une plus grande rejouabilité, une plus grande variabilité, ainsi qu'un petit mode campagne fait de 8 missions également. Donc assez intéressant. Et puis sinon à 52€, on a tous les jeux en print and play de Radoslav Ignatov. Donc certains j'ai mentionné tout à l'heure avec Night, Space Alone, etc. Donc le all-in à 52€. Voilà donc pour Townspire, encore une fois pas de frais de port bien évidemment. 13 jours avant la fin de la campagne, on est à 210 contributeurs. Les Espagnols de Thundergriff Games nous proposent une nouvelle campagne dans la lignée de leur Pop Soda, je crois, la gamme Pop Soda. Donc ces jeux qui sont inclus dans une canette, littéralement dans une canette. Ouais, c'est une sorte de packaging vraiment intéressant pour le coup. Et cette fois-ci, c'est donc Flop, The Masterful Art of Underachieving. Donc, ouais, Flop, l'art de... comment dire, de sous-performer, si j'utilise un néologisme un peu anglophonique, pas très élégant. Mais bref, quoi qu'il en soit, 14e projet de Thundergriff Games, vous les connaissez forcément pour des jeux
tels que Darwin's Journey qui a beaucoup fait parler de lui, ou encore Tank Garden qui a beaucoup fait parler de lui aussi, Heatherstone que notre copain Nix avait backé mais qui n'est peut-être pas encore réceptionné, je ne sais plus. Bref, toujours des jeux quand même très jolis. Visuellement, ils savent toujours créer des jeux vraiment intrigants, et ils avaient proposé par le passé une campagne avec 3-4 jeux dans une gamme de canettes comme ça, assez originale en termes de packaging. Et donc dans cette gamme rentre maintenant le duo Flop. Il y en a deux, il y en a un avec des pigeons et un avec des petites grenouilles toutes mignonnes. C'est le même gameplay sauf que les effets de cartes sont différents. 387 contributeurs, 11 000 € d'engrangés pour l'instant, 20 jours avant la fin de la campagne, et du free shipping, ça aussi c'est plutôt cool. Et c'est un jeu extrêmement simple, ça se joue en environ un quart d'heure, si mes souvenirs sont bons, je vois plus, si c'est ça, 15 minutes, et donc c'est pour 2 joueurs. Et pour résumer, en gros, vous allez gagner en faisant absolument rien. Donc voilà, si vous n'avez plus de cartes à jouer, que vous n'avez plus d'ennemis attaqués, bah voilà, vous avez floppé, et donc vous avez gagné. Voilà, c'est un pitch extrêmement court. Alors c'est vrai que ça a le mérite d'être extrêmement simple à, comment dirais-je, appréhender comme genre de jeu. Mais en gros, vous allez jouer une carte ou attaquer, que ça soit d'ailleurs une carte adverse ou votre carte à vous-même. Vous pouvez attaquer vos propres cartes. C'est une manière de ne plus avoir rien à faire à la fin de votre tour. Et c'est tout. C'est tout. C'est juste qu'en fait, chaque carte va avoir une compétence, un coup, des points de vie, des points d'attaque différents. Et en fonction des différents événements, des différents coups, implications, effets de cartes qui vont s'appliquer, et ben vous allez à la fin, on va l'espérer en tout cas, n'avoir plus rien à faire parce que ce sera justement ce que vous chercherez à accomplir pour l'emporter face à votre adversaire. Sachant que c'est donc 30 € pour mettre la main sur les deux de Flop, hein, sachant qu'encore une fois c'est le même jeu avec des effets de cartes un peu différents, et vous pourrez même les mixer l'un avec l'autre pour un combo encore plus original. Donc 30 € avec du free shipping, donc disais-je. Et puis sinon, vous avez également l'opportunité de mettre la main sur leur précédent jeu en soda pop, donc Cat a Camp, Lightseeker, c'est quoi, For Genesis, et puis l'autre j'arrive plus à voir le titre. Mais bref, 4 jeux qu'ils avaient proposés jusqu'à maintenant. Sur leur site, vous tapez le code réduction FLOP et vous aurez une petite réduction de 20% sur votre panier. Voilà, mais donc pour cette campagne, hein, ce sera donc 30 € pour les deux canettes si vous le souhaitez. Voilà, et donc free shipping, ça aussi c'est plutôt intéressant aussi à prendre en compte. 388 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne. Campagne qui passe un tout petit peu inaperçue, mais qui pourrait, comment dirais-je, attirer les fans de Ocean's 11, 12, 13, etc. C'est Luck Be a Liar, un petit jeu qui nous vient d'Allemagne et de Paul Bamberger. Pour l'instant, 30 contributeurs, c'est léger, mais c'est financé, puisque le seuil de financement était absolument bas, absolument ridiculement bas, 300 €. On est à 800 actuellement. Ça se joue jusqu'à 7 joueurs pour 14 ans et plus, pour des parties très longues, c'est 2 à 3 heures la partie, mais ça s'explique aussi parce que c'est un jeu dans lequel on va préparer un casse de casino, un petit peu à la Ocean's 11, donc un jeu de puzzle de déduction dans lequel chaque joueur autour de la table va incarner un rôle qui va participer aux casses d'un casino, sauf que certains n'ont pas forcément la jouer très coopérative, vous voyez. En tout cas, on va laisser penser que c'est le cas, mais en réalité, on aura chacun potentiellement des objectifs assez différents. Donc c'est un jeu qui se veut assez cinématique, avec pas mal de petits casse-têtes, de petits puzzles assez intéressants, et toujours cette possibilité d'avoir un traître, voire plusieurs, dans la partie. C'est assez atypique, visuellement parlant, c'est vrai que ça fait pas penser à un jeu de société, mais vraiment plutôt un escape game, on pourrait dire. Mais ça peut être assez intéressant, reste que le jeu n'est disponible qu'en anglais et en allemand, donc ça c'est un petit frein pour ceux qui ne seraient pas forcément très, comment dirais-je, très à l'aise avec la langue de Shakespeare ou celle de Goethe. C'est à peu près tout, juste le prix vite fait, je suis passé à côté tout à l'heure, d'ailleurs j'ai pas regardé, 9 € pour le pledge de base, ok, set player booklet, story booklet, ok, special thanks, ok, bon, vous aurez le jeu et en plus ils vont vous remercier, on s'en fout, et Murder Mystery Pack, ainsi que 2 autres jeux en print and play. Ok, donc en fait le jeu c'est 9 €, c'est vraiment très accessible pour le coup. Est-ce que c'est un print and play? J'ai pas vu l'information à ce niveau là. C'est bien possible, j'aurais dû faire attention parce que pour le coup j'ai pas vu ça.
Mais c'est vrai que s'il y avait tout ce matos là, ce serait bien plus cher que 9 euros. Là pour le coup, j'ai pas tellement regardé. On va dire que bon, ça reste un projet qui va pas intéresser grand monde, on le voit, donc je vais pas rentrer trop dans les détails, pas pour trop de temps là-dessus. Mais bon, si vous êtes fan de Ocean's Eleven, des jeux de déduction avec potentiellement un traître, ça peut être relativement intéressant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour Luck Be a Liar, 23 jours avant la fin de la campagne, c'est financé. Ah là là là, ils veulent jouer sur mon point faible, les jeux de football. J'en ai déjà deux qui ne voient pas la lumière du jour. Un qu'on aime beaucoup, Xavier et moi-même, juste il sort pas, c'est Undici, mais on s'est donné pour objectif d'y jouer cet été, donc on va essayer de s'y tenir. Et on a aussi Super Club Rivals qui n'a pas encore trouvé le chemin de la table, aussi parce que bon, l'éditeur a mis la clé sous la porte et les règles sont à moitié finies, c'est pas tout à fait clair, mais j'aimerais bien le tester parce qu'il a l'air d'être assez sympa, même si la DA est pas super jolie. Bref, quoi qu'il en soit, autre jeu de football qui se lance sur Kickstarter, qui se relance en réalité, c'est pas leur première campagne, c'est une seconde campagne, je crois, pour Golazzo. Qui pour l'instant flop un petit peu. On en revient au jeu des canettes de tout à l'heure. 43 contributeurs seulement pour le projet londonien donc de Golazzo. Troisième projet en réalité. Ils avaient fait un projet pour Golazzo et un second qui avait été annulé ou non réussi à minima. Et du coup ils nous reviennent avec Golazzo, donc le jeu qui avait fait objet de leur première campagne et qui avait financé pour le coup celle-ci avec combien de contributeurs? Près de 500. C'était quand même pas si mal que ça. Et c'est ce jeu-là qui revient pour une nouvelle campagne, Golazzo, avec deux petites extensions. L'une va ajouter des managers qui auront des petites compétences uniques que vous pourrez utiliser au cours de la partie. Et puis également la petite extension Golazzo Hex avec des petites hexagones comme ça. Et en plus, vous le voyez, hein, les deux qui sont ajoutés ou ajoutables à minima sur une application smartphone ou tablette bien sûr, donc ça permettra aussi de fluidifier sans avoir forcément plus de matos. Voilà, après si on n'aime pas tellement mélanger le comment dirais-je, l'aspect jeu de société, plateau avec des composants en main, etc. Et l'aspect numérique d'une application, effectivement c'est peut-être pas forcément pour vous. C'est vrai que visuellement c'est moins joli que Undici, ça a l'air d'être beaucoup plus compact, beaucoup plus accessible en termes de durée de partie. On est sur des parties d'environ 30 à 45 minutes pour Golazzo, là où Undici dure plutôt 1h30, donc la durée d'un match de football plus ou moins. Mais bon, ça peut être relativement sympa avec quelques points communs. On voit que c'est une sorte de grille avec pour certaines zones des bonus ou des malus pour faire des centres dans la surface de réparation. La surface de réparation qui vous octroie des bonus. Plus proche du but vous êtes, plus ce sera facile de marquer un but, sur de choses là. Donc bon, ça peut être relativement intéressant. Il y a aussi du guessing, on va dire, parce que lorsqu'on va faire un shoot, on va devoir décider d'une des cartes avec les 6 zones du but dans lequel on va shooter et possibilité d'arrêt de gardien adverse ou non. Il y aura aussi des jets de dés pour faire des confrontations avec le joueur actuellement opposé à vous pour vous empêcher de progresser, etc. Donc ça peut être relativement intéressant, la DA est pas folle, je préfère me contenter de mon petit Undici pour ce qui est de jouer un match de football, même si déjà il sort pas des masses, mais au moins Golazzo lui est beaucoup plus court et beaucoup plus facile à sortir, on le voit 25 à 45 minutes, bon, c'est pas si mal, ça m'intrigue un petit peu parce que je suis amateur de foot, mais pas au point de vouloir le baquer, d'autant que j'ai déjà ce que j'estime être plus intéressant à la maison. Alors pour ce qui est des niveaux de pledge, je vois pas les niveaux de pledge ici, on va passer directement ici. On a un early bird à 15 livres pour une copie de Golazzo, plus accès au print and play et aux extensions également, mais en digital. Donc 15 livres, soit 18 euros. Sinon, on a un pledge après le early bird à 20 livres, donc 24 euros pour le jeu de base. Les bundles, on s'en fout un petit peu. Donc en gros, c'est, on va dire, si vous êtes rapide, 18 euros. Si vous l'êtes un peu moins, 24 euros pour mettre la main sur Golazzo avec donc les extensions en numérique. Voilà donc pour Golazzo, 43 contributeurs seulement, 820 euros. 2-3 fois par an, on présente des nouveaux Vessels. C'est l'heure aujourd'hui de le faire encore une fois, puisque c'est donc Sam Milham
lance sa nouvelle campagne pour de nouveaux Vessels, un nouveau Vessel en réalité, c'est son 14e. On en a traité combien, je ne sais pas, peut-être pas tous les 14, mais pas loin, puisqu'ils en proposent souvent 2-3 en même temps, et je crois en avoir parlé 7 ou 8 fois déjà minimum, donc c'est bien possible qu'on les ait tous traités en réalité. Bref, c'est un petit peu des projets annexes, c'est pas vraiment des jeux de société à proprement parler, c'est des puzzles de 1000 pièces, qui vous offre un gameplay une fois le puzzle terminé, puisqu'il y aura des petites questions, des petites informations à aller chercher au sein de la map une fois qu'elle est terminée, pour aller voir si vous êtes en mesure de trouver des petits détails pour répondre à des petites questions. Donc un puzzle qui a une vie après sa complétion. 474 contributeurs pour l'instant, je parle beaucoup trop vite. 28 500 € d'enjeu, c'est donc financé 24 jours avant la fin de la campagne. C'est toujours aussi mignon, cette fois-ci ça s'appelle Camp Koala. C'est tout à fait mignon, il y a plein de petits koalas de partout, c'est adorable. Pour rappel, ils avaient produit des trucs dans des contes de fées, genre avec Cendrillon, ce genre de choses là également, avec Dinosaur Discovery, Alice in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles, bref, pas mal de petits thématiques, toujours des trucs très très sympas, très très colorés, qui peuvent être très sympas à faire en famille, même si c'est pas disponible en français. Si un adulte, à minima, dans votre groupe maîtrise la langue de Shakespeare, il peut tout à fait traduire les questions une fois que le puzzle est complété, et les enfants peuvent aussi chercher la réponse. Ça peut être très sympa. C'est pour ça que je continue de présenter les projets des Vessels, malgré que ce soit pas des jeux de société à proprement parler, parce que je trouve ça assez mignon, assez intéressant au final. Un puzzle en plus ça coûte pas très cher, c'est à 28$. 3 puzzles, c'est 67$, mais donc cet aspect de puzzle qui a encore une vie derrière, c'est relativement intéressant. Voilà quelques-uns des jeux qu'ils ont sortis jusqu'à présent, avec donc Kitty Café, Dinosaur Discovery, mais il y en a encore beaucoup plus produits jusqu'à maintenant. Voilà donc pour ce qui est de Vessel numéro 14 avec Camp Koala, 474 contributeurs 24 jours avant la fin de la campagne. C'est déjà le deuxième ou le troisième projet de jeu de déduction de la semaine. C'est beaucoup, mais bon, que voulez-vous. Et cette fois-ci, c'est Ducks in a Row, donc un jeu déductif avec un jeu de déduction avec un petit jeu de mots duck au milieu. C'est pas très très drôle, mais quand même, ils ont fait un petit effort. Donc, Ducks in a Row, c'est un petit jeu assez fun, jouable pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 10 à 15 minutes, enfin pour des rounds de 10 à 15 minutes, et c'est pour 8 ans et plus, donc un jeu extrêmement accessible, extrêmement familial, on pourrait dire, qui pourrait s'apparenter un tout petit peu à l'illustre ancêtre qu'était le Mastermind, ou plus récemment Break the Code par exemple, des jeux de déduction où un joueur va créer une rangée de cartes, donc c'est pas des petits cônes, c'est pas des chiffres ou des tuiles, là c'est des cartes de canards de légende. Voilà, ici il va composer sa ligne de 7 canards de légende derrière son petit écran, et les autres joueurs doivent deviner la combinaison en utilisant eux-mêmes des cartes qui vont leur permettre d'obtenir certaines informations. Et une fois que les cartes de Ghost, donc qui ne sont pas des canards pour le coup mais des oies, une fois qu'une oie est révélée, les autres joueurs, il ne reste plus qu'un tour de jeu en réalité, quoi. Voilà, c'est assez simple à prendre en main. En plus de ça, la DA est très mignonne, vraiment. C'est un jeu très familial et qui a une DA qui accompagne bien ce côté très accessible, très familial. C'est vraiment adorable. La DA est très réussie pour le coup. C'est pas tellement mon type de jeu, même si j'aimais beaucoup Mastermind quand j'étais petit, même si j'aime beaucoup Break the Code par exemple. Mais c'est pas un jeu qui m'intéresse pour aller backer par exemple. Mais j'avoue que ouais, la DA est très très cool pour le coup. Et qu'est-ce que ça coûte? Ça veut rien dire. Combien ça coûte? Ducks in a Row, l'édition standard est à 25€, 25$, pardon, 22€ du coup. Et sinon, on a une édition Deluxe qui s'accompagne de petits stickers. Et puis des écrans de veille de smartphone, on s'en fout un petit peu. C'est 35€ au lieu de 22. Bon, clairement, j'irai pas sur la Deluxe, clairement, hein. Et puis sinon on a une Ultimate, mais bon là c'est vraiment plus du mécénat qu'autre chose, c'est à 1000 balles, ça vaut pas le coup. Voilà donc pour Ducks in a Row, 114 contributeurs, 3000€ d'enregistrement, c'est bon financé 26 jours avant la fin de la campagne. Dernière entrée de la semaine, les bisounours. Deck building, bisounours,
voilà, ils ont fait un truc. Et donc un jeu sur les bisounours, Care Bears en anglais, Unlock the Magic, the Deck Building Game. Donc ils ont fait un jeu de deck building sur les bisounours. Alors bisounours qui ont une allure un petit peu différente de ceux de mon enfance, hein. J'avoue que c'est un peu plus lisse. Ou alors j'ai des souvenirs un petit peu erronés, c'est possible aussi. Bref, c'est pour 8 ans et plus, pour des parties de 30 à 60 minutes, et c'est pour 1 à 4 joueurs, donc un jeu encore une fois très accessible, très familial en 8 ans et plus, vraiment un truc très facile à prendre en main. 270 contributeurs pour l'instant, 37 000 € d'engrangés, 28 jours avant la fin de la campagne. Il n'y a pas de VF pour l'instant, ça c'est un petit peu dommage, pour ceux que ça pourrait intéresser. J'avoue que même si je crois que tout le monde connaissait les bisounours quand j'étais petit, d'ailleurs l'expression est restée, hein, c'est un petit peu péjoratif, mais désigner quelqu'un de bisounours, quand il est un petit peu naïf par exemple, donc l'expression est restée malgré tout, donc tout le monde connaît les bisounours, mais en réalité, je me souviens pas d'avoir vu genre les dessins animés par exemple, je me souviens des peluches, mais c'est à peu près tout ce dont je me souviens en réalité vis-à-vis des bisounours. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un jeu de deck building, vous allez avoir une frise de méchants pas beaux face auxquels il faudra lutter, et vous aurez une frise de cartes donc deck building hein, que vous allez pouvoir prendre en votre possession pour faire des combos de plus en plus puissants et lutter donc contre les forces du mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'ai pas cherché les détails de ce qui pourrait le différencier de tout un tas d'autres jeux de deck building du même genre parce que vraiment ça m'intéresse pas. Juste combien ça coûte? Les pledge tiers, on a ici le pledge de base à 34 $. C'est un early bird qui contient donc le jeu de base ainsi que Art of the Game Digital PDF, donc un PDF de, comment dirais-je, des artworks du jeu. Okay, ainsi qu'un petit booster pack de 8 cartes supplémentaires. Une fois que le Early Bird sera terminé, le prix ne change pas, mais le booster pack disparaît. Sinon, on a le Pledge We Care Edition, donc Early Bird 94. Ouh, j'avais pensé à 64, non, c'est pas du tout ça, c'est 94. 94 $ pour du coup ajouter le tapis de néoprène officiel avec les deux frises du coup, mais également c'est quoi ça du coup, c'est des booster packs, 6 Kickstarter exclusive 8 card booster packs, ouais, donc il y a plusieurs booster packs et un de plus pour le early bird, et sinon à 99 pour la même édition mais sans le early bird du coup. Ça peut encore monter encore à 119 €. On a le Care a Lot Expansion qui vient ajouter des personnages supplémentaires, j'ai l'impression. Pareil avec Care Early Bird, avec des packs supplémentaires. Bref, ça peut monter très haut en réalité, hein, si vous regardez bien. This tier has free shipping, il y a des pledges avec une livraison gratuite, avec énormément de surplus de matos pour pas grand chose en réalité. Mais ouais, ça peut monter très haut assez rapidement pour ce jeu qui, au demeurant, ne m'intéresse pas outre mesure, d'autant plus que vous le savez si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, le deck building, quand c'est le cœur d'un gameplay, ça m'intéresse pas outre mesure. Du deck building parmi d'autres mécanismes bien imbriqués au thème, ça peut me plaire potentiellement, mais quand c'est que du deck building, ouais, bof. Et quand vous ajoutez par-dessus des bisounours, bon, ça me parle pas outre mesure non plus. 270 contributeurs, 37 000 € d'engrangés, 28 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, c'est tout pour les entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux 3 plats principaux. Premier plat principal de la semaine, Lands of Amazement, qui est le nouveau jeu de Scott Arms dans la gamme Solo Only de Barton Shy Games. Barton Shy Games que vous connaissez maintenant, j'imagine, en tout cas si vous suivez le menu crowdfunding depuis assez longtemps, et même si ce n'est pas le cas, vous les connaissez parce que Matago maintenant inclut la grande majorité de leurs sorties dans leur gamme de micro-games, si mes souvenirs sont bons, micro-games je crois. Bref, récemment, il y avait eu Shallow Regrets, donc dans l'univers de Deep Regrets, mais vous les connaissez forcément pour Sprawlopolis, par exemple, je crois Megalopolis peut-être en français, je ne sais plus. Récemment, Dionysia m'intéressait beaucoup, Adventures m'intéressait beaucoup. Je trouve qu'il y a un regain d'intérêt de ma part vis-à-vis de leur récente sortie. Vraiment, Adventures avait l'air très cool, Dionysia avait l'air très cool. Hyperstar Run, j'étais beaucoup moins convaincu pour le coup. Mais bref, Circle the Wagons, qui est un de leurs plus connus également, par exemple. Bref,
Barton Shy Games, c'est un éditeur qui fait parler et qui a une fanbase assez solide qui les suit campagne après campagne. D'ailleurs, on le voit, hein, déjà 1400 contributeurs sur le projet, alors qu'il s'agit encore une fois d'un jeu solo, avec toujours cette spécificité du petit portefeuille, on va dire, simili-cuir, avec seulement 18 cartes pour le jeu de base, plus toujours une extension gratuite et une seconde qui, elle, est payante, mais vraiment pas très chère, qui ajoute en général 4, 5, 6 cartes, peut-être quelque chose comme ça. Bref, 30 000 euros d'engrangés, c'est largement financé, 8 jours avant la fin de la campagne, toujours très court les campagnes de Barton Shy Games, c'est encore le cas pour celle-ci. Donc dans Lands of Amazement, vous allez construire des parcs à thème, des parcs d'attractions pour des parties très courtes, hein, de 15 minutes environ, et c'est disponible pour 8 ans et plus, donc encore une fois c'est un jeu avec des règles très accessibles. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est facile d'être bon dans Lands of Amazement? Pas forcément. C'est fait partie d'ailleurs des exercices de style les plus intéressants de jeu de société, quand vous avez des jeux extrêmement accessibles en termes de règles, mais qui pour autant vont vous faire creuser vos méninges et dégouliner parfois un petit peu le cerveau par les oreilles, parce que les choix, eux, sont cornéliens. C'est parfois en fait les jeux les plus intéressants. Et donc, comment ça se joue? Vous allez avoir différentes cartes d'attraction, avec un plan pour essayer de construire votre parc d'attractions en se basant là-dessus, avec des compétences qui vont s'activer selon certains critères, et vous aurez aussi différents types de logos, ici les trompettes, ici des hot dogs, ça pourra être des petits bisounours, là encore par exemple, ça pourra être des grands 8, enfin, tout un tas de petits logos. Et donc à chaque tour, vous allez pouvoir potentiellement faire grandir votre parc à terme, votre parc à terme, oui potentiellement, en ajoutant aussi donc des logos par-dessus ceux que vous possédez déjà. Et en fonction des différents logos que vous allez avoir, vous pouvez déclencher des compétences, vous pourrez scorer un certain nombre de points. Donc ça peut être assez intéressant, c'est une forme de set collection avec agencement de cartes un petit peu à la Sprawlopolis justement. Avec une très belle DA qui plus est, dans une thématique qui parle souvent à beaucoup de monde. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. La petite extension gratuite, comme à chaque fois avec Barton Shy Games, elle est ici, ça s'appelle Family Fun, ça vient ajouter 3 toutes petites cartes qui vont... qu'est-ce que ça fait du coup? Ça va ajouter des icônes de famille que vous pourrez incorporer à votre parc, comment dirais-je, des emplacements d'icônes assez étranges par rapport aux autres cartes, c'est... J'imagine l'intérêt. Et puis on a aussi l'extension Restorations qui ajoute 5 cartes supplémentaires en noir et blanc, mais très très cool pour le coup, très très classe, qui vont potentiellement aussi impacter négativement vos parcs d'attractions s'ils sont mal agencés par exemple. Pour ce qui est des pledges, vous avez le print and play du all-in du jeu à 3$. Sinon, vous avez en version physique à 12$ Lands of Amazement avec l'extension gratos, 14$ avec l'extension payante par-dessus, et sinon pour 30$, vous pouvez avoir votre introduction dans la gamme du solo only de Barton Shy Games avec donc Lands of Amazement, mais également Food Chain Island et Unsurmountable, qui pour le coup sont disponibles tous les deux en français je crois, parmi la gamme de Matago justement mentionné un peu plus tôt, pour découvrir un petit peu l'univers du solo only de Barton Shy Games. Même si perso j'ai pas beaucoup aimé Insurmontable, que je trouvais pas très intéressant. J'ai pas testé Food Chain Island, ceci dit. Voilà, ceci étant dit, je le dis assez souvent quand on parle des campagnes de Barton Shy Games, mais leurs frais de port rendent souvent le tout assez inintéressant, pardon, excusez-moi, puisque les jeux, on l'a vu, coûtent 14$ pour Lands of Amazement en all-in, mais les frais de port pour l'Europe, c'est 20$ pour un jeu, jusqu'à 3 jeux, ou 30$ si vous prenez plus de 4 jeux. Après, si vous prenez la totalité de leur catalogue, bon, pour 30$, bon, pourquoi pas éventuellement, mais c'est quand même assez peu intéressant en termes de frais de port, donc autant attendre la sortie via Matago, en tout cas on peut l'imaginer, à terme. Et puis pour nous au Japon, ce serait 21€, 21$, non, donc c'est vraiment pas très intéressant. Et sinon vous avez aussi en add-on d'autres jeux de leur gamme solo notamment, mais pas que d'ailleurs. Nice Scrapper avait l'air d'être assez sympa pour le coup, Last Lighthouse également. Celui-là m'intéressait moins, celui-là aussi, Unsurmountable, j'ai pas aimé. Fishing Lessons, dont Xavier a parlé en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, dans sa série de vidéos sur les jeux de pêche. 1443 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne pour Lands of Amazement.
Alors celui-ci, pour le coup, il m'intéresse un petit peu. J'en avais déjà entendu parler par le passé, sans forcément que ça éveille tellement ma curiosité. Mais ouais, après avoir parcouru la page de la campagne pour vous la présenter, je trouve que Land, pardon, au singulier, Land versus Sea, c'est assez intéressant. Ça a l'air d'être, comment dirais-je, une variation, peut-être un tout petit peu plus modernisée, peut-être de Catan, non pas de Catan, excuse-moi, de Carcassonne, dans le sens où on est face à un jeu de tuiles où on va donc connecter des territoires ou des bras de mer, et en fonction des zones que l'on a réussi à conclure, à terminer, on va scorer plus ou moins de points, sachant que par-dessus ces simples zones de terre ou de mer, il y aura aussi différents types de tuiles, de logos présents sur les tuiles, voire parfois de meeples, qui vont aussi pouvoir permettre de faire du scoring un petit peu modulable, et ça va être assez intéressant en final, parce que j'ai jamais testé Carcassonne, j'avoue, c'est un énorme classique parmi les classiques, et j'ai jamais eu l'occasion de le tester, mais ouais, Land vs Sea, ça peut être assez cool, ma foi. Et du coup, cette campagne, elle est présente parce que Land vs Sea s'enrichit d'une petite extension que l'on voit ici et qui s'intitule donc Uncharted. Alors, donc pour l'instant, il y a 460 contributeurs sur le projet, 13 jours avant la fin de la campagne. Il n'y a pas de VF, mais il n'y a pas de texte sur le matos. Donc en réalité, si une personne comprend les règles, c'est jouable malgré tout. Et donc, pour ce qui est donc de Land vs Sea, je l'ai dit, hein, c'est un jeu de pose de tuiles. Vous le voyez ici, les différents bras de terre, bras de mer, les différents logos que l'on aperçoit. Il y a des bateaux, des caravanes, des caravansérails, ce genre de choses-là, qui vont être autant de moyens de scorer. Petite originalité aussi, le plateau de scoring est inclus directement dans la boîte. Pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir des jeux qui utilisent véritablement la boîte comme autre chose qu'un simple lieu de rangement, donc ça c'est plutôt cool. Et donc max de tuiles qui seront toutes double face, il y aura toujours une face visible à tous, mais derrière aussi une autre face que vous pourrez aussi utiliser pour surprendre un petit peu vos adversaires. What's on offer? Donc qu'est-ce qu'on vous offre durant cette campagne? D'abord le jeu de base, bien évidemment, ça fait sens, mais également l'extension donc Uncharted, ainsi que A Bag of Meeples, donc un petit sac rempli de meeples divers et variés qui vont aussi impacter le scoring. Et puis, deuxième fois qu'on le dit cette semaine, puisque c'était le cas pour la campagne de Flop, le petit jeu avec les canettes, mais free shipping, et ça, c'est hyper cool. Comment ça se fait que la même semaine, on a deux éditeurs différents qui nous proposent du free shipping? En tout cas, ça fait plaisir. Et Fast Delivery, on y reviendra par la suite, mais potentiellement un jeu qui arrivera chez vous assez rapidement. Donc voilà, c'est, je l'ai dit, un jeu de pose de tuiles, on va connecter des tuiles par rapport à d'autres déjà présentes au milieu de la table, c'est des tuiles hexagonales avec de la terre, de la mer et différents logos dessus, toujours double face, donc toujours avec la possibilité de surprendre un petit peu notre adversaire qui pense connaître notre tuile et en fait peut-être pas. Donc on va jouer une tuile, on va utiliser une action en fonction des tuiles qu'on va jouer, des zones qu'on va compléter par exemple, on va scorer des points en fonction de l'île qu'on aura réussi à terminer ou à contrario de la zone de mer qu'on a réussi à définir et à fermer également. Et puis il y aura tout un tas de, comment dirais-je, de modularité au niveau du scoring, par exemple avec Mountains and Coral, donc les zones de corail et les zones de montagne par exemple vont aussi être une partie du scoring. Les caravansérails ou encore les bateaux de commerce vont aussi pouvoir en faire partie. Et dans l'extension Uncharted, on va avoir encore plus de modularité avec des menhirs qui, enchaînés sur différentes tuiles, connectés entre différentes tuiles, vont aussi pouvoir faire des points. Tout comme les villes qui vont aussi faire des points en fonction des terres et des mers qui leur sont adjacentes, mais également en fonction des caravanes ou des bateaux de commerce qui leur sont connectés directement. Ou encore, par exemple, les bandits et les pirates qui vont, eux, potentiellement faire chier les gens aussi. Donc ça peut être aussi un petit peu de take that là-dedans. Mais ce sera aussi potentiellement pour du scoring positif. Raid ship and caravan trade routes for extra points. Là-dessus à vérifier, j'ai pas lu les règles en détail. Voilà, il y aura aussi des nouvelles tuiles, bien évidemment, disponibles dans l'extension. Elles aussi, double face, bien évidemment. Et puis on a donc le petit bag of meeple que j'ai vu tout à l'heure, hein, donc les 8 meeples de cité, les 16 de menhir, les 18 de bateau et les 18 de caravansérail, donc de caravanes, on va dire. Voilà, le tout avec en plus une assez belle DA, un petit peu médiévale. Moi je trouve ça assez sympa. Jamais testé Carcassonne un de ces jours parce que ça reste un must, on va dire. Mais dans un registre un petit peu similaire, c'est vrai que Land vs Sea, il est plutôt joli et plutôt intriguant. Moi qui n'ai jamais joué à Carcassonne, j'ai envie de dire que pour un truc qui a l'air un petit peu similaire,
peut-être que celui-ci pourrait faire l'affaire, voire même peut-être un peu rénover l'expérience, j'imagine, parce que c'est beaucoup plus récent que Carcassonne, ce qui ne veut pas dire qu'il est meilleur pour autant. Carcassonne est un classique parce qu'il y a des raisons derrière aussi. Alors pour ce qui est des pledges, on a ici Uncharted, donc ça si vous avez déjà le jeu de base, c'est 19$. Si vous n'avez pas le jeu de base, vous devrez prendre ce pledge ici à 45$, parce que ici c'est l'extension plus le petit bag of meeples, donc le sac rempli de meeples. Mais si vous n'avez pas le jeu de base, vous avez besoin du pledge à 45$ à minima, donc jeu de base plus extension, ou 59$ pour la totale, donc jeu de base, extension et le sac de meeple, donc 59$. Et c'est là que c'est intéressant, le shipping pour la zone 1, qui est une zone énorme, avec la France, avec la Belgique, ou encore le Canada, ou même le Japon, shipping 0$. Ça fait plaisir. D'autant plus que bon, vous aurez la TVA, c'est vrai, mais nous, on l'aura pas. Donc c'est du coup 59$ et point barre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis pour ce qui est du délai de livraison, parce qu'ils avaient parlé de fast shipping, ce serait pour quand du coup ça timeline 30 octobre, la livraison serait complétée, sont terminées pour le 30 octobre. Donc oui, effectivement, très rapide. C'est peut-être déjà en train d'imprimer d'ailleurs, hein, au moment où on parle. Peut-être. Voilà donc pour ce qui est de Land vs Sea avec l'extension Uncharted Expansion, que je trouve personnellement assez intéressant. 462 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. Il y a quelques temps, Arcona Games, l'éditeur de Macédoine, si mes souvenirs sont bons, nous avait proposé Pest, un jeu qui allait être vraiment intéressant, que j'avais failli backer à l'époque, parce que vraiment, il est présent, hein, il est présent ici, en deuxième édition, dans le pledge Hero of the Empire, on y reviendra bien évidemment. Et donc, Arcona avait proposé Pest, qui avait l'air d'être très cool. J'avais longuement hésité à le prendre, et finalement je m'étais retenu. Et dans le même univers, ils avaient sorti par la suite Light in the Dark, qui, s'ils partagent le même univers, n'est absolument pas comparable en termes de gameplay, puisque là, on est plus ou moins sur un dungeon crawler en solo, donc doublement original, même univers certes, mais radicalement différent. Et donc Light in the Dark revient avec l'extension Fires of Thokaya. Pour l'instant, on est à 540 backers, 35 000$ d'engrangés 20 jours avant la fin de la campagne. C'est toujours pour un joueur, donc en solo, mais également jusqu'à 2 joueurs si on prend une extension, en coopération ou en compétitif également. Les deux modes sont disponibles. C'est pour des parties de 45 minutes, donc même si c'est un dungeon crawler, c'est un dungeon crawler plutôt ramassé, hein, plutôt court, c'est pour 14 ans et plus. Et donc je l'ai dit, dungeon crawler avec de la survie, coopératif si on joue à 2 ou solo, mais également compétitif si on joue à 2. Il y a une variante à 2 joueurs, avec un petit peu d'exploration comme tout bon dungeon crawler qui se tient. On est donc sur l'univers de Pest, mais quand même assez différent, parce qu'il ne s'agit pas de développer des cures, des remèdes, de soigner des patients, etc. Non, on est juste dans l'univers de Pest, donc il y a la peste, il y a la maladie, etc. Mais il y a aussi une sorte de secte qui se développe. Il va falloir lutter tout en soignant aussi des patients, ça c'est vrai, mais il va falloir lutter contre des bandits, des sectes, ce genre de choses-là, dans une sorte de dungeon crawler avec différentes tuiles que l'on va explorer au fur et à mesure de nos aventures pour justement faire tout un tas d'actions comme guérir, vaincre, explorer, etc. On va pouvoir choper des nouveaux items, bref, c'est un jeu qui du coup me semble manquer un petit peu de cette originalité que semblait proposer Pest de par son univers, de par sa thématique, et puis même quelques mécanismes qui ont l'air d'être assez intéressants au niveau des croisements. On avait placé, je crois, un ouvrier ou même 2 ouvriers sur une grille, et les croisements du coup allaient faire des actions, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais ça allait être assez intéressant en termes de gameplay également. Là pour le coup, je me retrouve face à un dungeon crawler qui a l'air d'être relativement classique, même s'il a le bon goût d'être assez court, ce qui le rend assez facile à sortir. Mais au final, bon, bah, ouais, pourquoi pas l'univers de Pest, pourquoi pas, hein, mais je vois pas très bien ce que ça vient partager au-delà de la thématique. Et en même temps, c'est pas pensé comme étant plus que ça, en réalité, hein, c'est juste un partage de thématique et d'univers qui, c'est vrai, est assez vendeur. C'est plutôt joliment réalisé d'ailleurs, hein, mais comme je suis pas spécialement attiré par les dungeon crawlers, bah, ça me parle pas outre mesure. Mais sachez que dans l'extension, donc c'était quoi, Fires of Tokaira ou autre comme ça, Tokaya, j'ai dit Tokaira, c'est pas le même univers.
Bref, quoi qu'il en soit, vous aurez donc un mode de 2 joueurs, même 2 modes de joueurs, parce que vous aurez l'opportunité d'y jouer en coop, mais également en compétitif. Voilà, j'ai pas tellement de plus de choses à dire que ça, hein. Bien sûr que comme tout bon dungeon crawler, on pourra choper du matos, des items pour renforcer notre personnage. Il y aura un petit mode campagne également pour avoir une aventure un peu plus sur le long terme, on va dire. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça, parce que vraiment, j'ai pas plongé vraiment dans les détails de la campagne, parce que même si l'univers de Pest me parle pas mal, l'univers de Light in the Dark, enfin l'univers c'est le même, mais ce que semble proposer en termes de gameplay Light in the Dark m'attire beaucoup moins. Alors, pour ce qui est des pledges, le pledge est de vétéran docteur à 25$, ça c'est si vous avez déjà Light in the Dark, donc c'est juste l'extension et la petite boîte, c'était quoi, Rangers of Tokaya, je crois. C'est ça, Rangers of Tokaya est un pack d'ennemis. C'est donc à 49$. Sinon, non, c'est donc 25. 49, c'est New Recruit. Donc ça, si vous n'avez pas le jeu de base Light in the Dark, il est accessible dans ce pledge. On a un pledge Master Doctor à 69 qui vient ajouter à ça de la deluxification. Deluxe pack que l'on voit ici. Ensuite, on arrive au Hero of the Empire que j'ai brièvement mentionné tout à l'heure et qui vous donne accès à la seconde édition du jeu de Pest pour le coup, qui est le seul truc qui m'intéresserait dans la campagne, même si je pense qu'après m'être retenu 2 fois consécutivement, je vais certainement me retenir encore une fois de le backer, même si il est disponible ici en add-on à 89$, hein, donc il est là, mais a priori je n'irai quand même pas, je pense. Je me suis retenu 2 fois, à moins de le trouver en occasion comme ça sur un site au Japon peut-être, ou même sur Philibert, un de ces jours, je ne sais pas. A priori, j'irai pas. Voilà, je vais pas plus entrer dans les détails, la page est très longue, assez détaillée, donc pour ceux que ça intéresse, c'est plutôt cool, mais j'avoue que pour moi, ça va être suffisant pour ce petit segment de la vidéo, et malheureusement, pas de vidéo en français pour celui-ci. Ceci dit, vous pouvez le tester sur Tabletopia pour vous faire un petit peu la main et vous faire une première impression du jeu. Voilà, un petit extrait du catalogue de Arcona Games, qui s'est surtout fait remarquer avec Small Samurai Empires. Ça a été mes tout débuts sur Kickstarter. Je ne l'ai pas backé, mais j'avais longuement hésité celui-ci. Il y avait aussi Small Railroad Empires, il y avait Pest, qui a peut-être été le plus marquant jusqu'à maintenant. Philharmonix, qui sera bientôt livré, qui avait fait une campagne respectable, mais qui n'avait pas fait un gros Big Bang non plus, quoi. Et The Great Harbor, exactement, oui, qui était un peu plus tôt dans l'année 2025, qui avait fait un résultat correct, mais pas extraordinaire non plus. Alors donc pour le shipping, on y arrive. Ça va bien sûr dépendre du niveau de pledge que vous allez choisir, mais si vous êtes dans la zone 2, donc il y aura le Japon par exemple, mais il y aura aussi... où est l'Europe? L'Europe sera... Ah non, c'est ici. L'Europe, c'est la zone 1. Ok, donc zone 1, ça va aller de 15 à 25$, ce qui n'est pas très onéreux, hein. 25$, ça inclut le gros jeu Pest. C'est pas énorme en termes de frais de port. Pour ce qui est donc du Canada ou du Japon par exemple, ça va aller de 22 à 40. C'est un petit peu plus onéreux pour le shipping. Un jeu qui devrait théoriquement être livré pour août 2026, donc dans un an pile poil. Voilà donc pour ce qui est de Light in the Dark et de son extension Fires of Tokaya. Et du coup, c'est tout pour les plats principaux de la semaine. Il nous reste donc un seul et unique projet, le dessert de la semaine. Et le dessert de la semaine, c'est bien évidemment Tekken sur GameFound. Et oui, on dit Tekken et pas Tekken. Tekken, il y a une petite pause au milieu. En japonais, quand vous avez 2 consonnes successives comme ça, généralement, c'est qu'il y a une sorte de micro-pause au milieu. Donc c'est pas Tekken, c'est Tekken. Voilà, sachez-le. Et ça veut dire Iron Fist, mais ça vous le saviez déjà, c'est souvent présenté comme ça, d'ailleurs, le King of Iron Fist, le point d'acier. Bref, l'adaptation du jeu vidéo de combat par excellence. Il y a plusieurs jeux de combat extrêmement célèbres, hein. Street Fighter par exemple, Tekken en est un autre, c'est un peu une référence. Soul Calibur pour ceux qui sont plus amateurs de jeux avec des épées par exemple, ou autres armes
du même genre. Et donc Tekken, c'est le nouveau projet de Go On Board. Go On Board qu'on a déjà vu à de multiples reprises dans le menu crowdfunding, notamment pour The Witcher Legacy ou encore The Witcher Path of Destiny, qui était peut-être celui qui me parlait le plus des deux, ou encore et surtout Witcher Old World, qui a plutôt de très très bons retours. Donc 3 jeux sur The Witcher, sachant que Path of Destiny est déjà sorti, Old World lui aussi, et c'est peut-être celui qui m'intéresserait le plus. En revanche, Legacy, il a été annoncé très récemment dans la Game Fan Feast d'il y a une semaine ou deux environ. Donc ça arrivera au début de l'année prochaine si mes souvenirs sont bons. Entre temps, il y a aussi Cyberpunk 2077, l'adaptation du jeu vidéo, là encore. Donc vous voyez que c'est quand même très souvent des adaptations de jeux vidéo. Je ne sais pas si c'était le cas pour Titans ou pour Valhalla. Pour le coup, ça je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas depuis The Witcher et Cyberpunk, ils se sont lancés plutôt dans l'adaptation de jeux vidéo, et c'est à nouveau le cas pour Tekken donc. Tekken, il reste actuellement 11 jours avant la fin de la campagne, et on est déjà à 2761 backers sur la campagne, pour 376 000 € d'engrangés. Et on le voit sur cette illustration ici, on revient dessus, voilà, ils utilisent cette méthode assez récente de miniature avec 2 types de plastique différents, donc le plastique principal pour la miniature elle-même et un plastique coloré un peu translucide pour représenter des attaques, des super attaques des concurrents, des combattants présents dans le jeu. Donc ça c'est assez classe, j'aime bien le mélange entre les miniatures, donc du coup grises éventuellement, ça dépend si vous les avez pré-peintes, avec le lavis ou non, etc. Et donc cet aspect très coloré, très vif des attaques spéciales que l'on voit ici. Je trouve ça assez cool. Quoi qu'il en soit, Tekken c'est pour 1 à 8 joueurs potentiellement, parce que vous pouvez faire des tournois en même temps. Bon, King of the Iron Fist Tournament, c'est un tournoi à la base dans le jeu vidéo. Donc ça se prête très très bien à ce genre de choses là, les tournois, vous verrez que vous aurez même les tableaux de tournois avec quart de finale, demi-finale, finale, etc. Donc ça va être assez cool, et pour des parties de 40 minutes environ pour 13 ans et plus. On est sur un jeu de combat, donc de duel. D'entrée de jeu, on nous présente un pledge ici, le pledge de base, hein, c'est le jeu de base, à 80 €. Ensuite, si vous pledgez durant cette campagne, vous aurez forcément une exclusive box que l'on voit ici, qui ajoute le personnage de Devil Kazuya et le boss en solo qui est Azazel, que l'on voit derrière également, et puis aussi 3 stages, donc 3, comment dirais-je, 3, comment on dit en vocabulaire de jeu vidéo déjà, niveaux. 3 lieux sur lesquels vous pourrez évoluer pour vos combats, sachant que dans Tekken, les lieux qui vont accueillir vos combats auront un impact direct sur le gameplay du combat eux-mêmes, enfin du combat lui-même, pardon. Donc ça peut être assez intéressant. Et si vous backez dans la campagne, vous aurez aussi la Tournament Expansion gratuite également, qui vous permettra de mettre la main sur Devil Jin Character, donc le personnage de Jin maléfique, ainsi que le gameplay jusqu'à 8 joueurs pour jouer justement en tournoi, d'où le nom de l'extension. Par contre, bon, ils nous disent que ça nous permet d'économiser jusqu'à 68 € parce que les 2 boîtes ici sont gratuites au lieu de 36 et 32 €. J'y crois pas trop. 32 € juste pour pouvoir jouer en tournoi, on n'a pas tellement besoin de matos pour ça en réalité, et une miniature et un personnage, ça me semble très très cher. Même chose, 36 € pour 2 miniatures, donc 2 personnages et 3 niveaux de jeu, ça me semble un petit peu cher quand même, honnêtement. Il y aura aussi du contenu exclusif que vous ne retrouverez pas par la suite dans le commerce, tel que par exemple Azazel, le boss solo, Devil Kazuya, ou encore certains lieux par exemple sur lesquels on va évoluer pour nos combats. Alors donc Tekken, on a un petit aperçu du matos qu'on pourrait obtenir si l'on back durant cette campagne. Donc il y a plein de lieux sur lesquels on va évoluer, donc les stages comme on a dit tout à l'heure. Il y aura plein de personnages qui seront forcément un peu asymétriques, bien évidemment. On reste ceci dit sur un jeu de gestion de main. Vous le voyez ici à masse de cartes, chaque personnage a son propre deck de cartes et un gameplay un petit peu différent des uns des autres bien sûr. Alors qu'on voit ici King avec la miniature de King très très classe avec son attaque spéciale derrière ici. Alors voilà, manage cards to strike and ensure your rival can't anticipate your actions. Donc vraiment un jeu de gestion de main et un petit peu de guessing. On va essayer de deviner de quel genre d'attaque va user notre adversaire pour mieux pouvoir le contrer, voire même le prendre pas en revers par exemple, pour mieux
lui faire mordre la poussière, on va dire. Le jeu a le bon goût d'être disponible en version francophone, donc ça c'est plutôt très très cool. Et donc j'ai parlé de partie de 40 minutes tout à l'heure, en réalité on a une fourchette un peu plus large de 20 à 60 minutes la partie. Ça on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le core set à 80 €, mais il y aura aussi d'autres pledges, on va le voir par la suite. La core box donc à 80 €. Dans la core box qui est disponible en stretch pay, donc oui vous pourrez espacer en 7 mois peut-être sans frais, ouais c'est ça, 7 mois sans frais votre niveau de pledge si vous le désirez. Et donc dans la core box on aura 8 personnages, on aura Jin bien évidemment, Kazuya bien évidemment, ensuite King, Paul, Nina, Asuka, Yoshimitsu et Jack 8. Ok, Jack 8, j'avoue que moi je me suis arrêté Tekken 3 je crois, Tekken 2, 3, je sais plus exactement. Du coup Jack 8 je connais pas, Asuka je connais pas non plus, tous les autres ça me parle un peu plus par contre, ouais. Et on aura donc 4 lieux, Sanctum, Urban Square, Descent into Subconscious et puis Into the Stratosphere. Là c'est derrière Sanctum que l'on voit ici. Ensuite, Tournament, donc gratos pour toutes les personnes qui vont pledger, qui vous donne accès au gameplay pour faire des tournois, avec, donc on le voit ici, un quart de finale, demi-finale, finale, donc les différents participants qu'on va pouvoir intégrer à notre tournoi, et puis le personnage de Evil Jin, ou Devil Jin, je ne sais plus. Deuxième boîte exclusive et gratos durant la campagne, c'est le personnage de Devil Kazuya et le boss en solo de Azazel, ainsi que 3 nouveaux stages sur lesquels on pourra évoluer. Ensuite, il y aura aussi un starter set. Alors ça, c'est uniquement Jin et Kazuya, et c'est tout. Vous n'aurez que 2 personnages, c'est 29 €. Un petit peu comme Dice Throne le fait parfois avec des petits core sets, des starter sets de 2 personnages uniquement, pour tester un peu le jeu et voir si ça peut vous plaire. Il y aura aussi un seul stage là-dedans. Donc je pense que ça va pas être très très baqué ça pour le coup. Donc ça c'est le pledge de base à 80 €. Après, vous vous doutez bien que Tekken, c'est pas 8 personnages, c'est un roster bien plus consistant que ça, et tout ce roster, on va pouvoir le retrouver en add-on, bien évidemment pour cracher de la tunasse, parce que les add-ons vont coûter un petit peu cher, puisqu'on voit ici qu'il y aura 5 extensions de personnages, toutes à 36 €. Donc oui, ça va coûter très cher, parce que là vous faites un 36 x 5, ça vous fait 35 et 150, ça va faire 185 je crois, 185 $, quelque chose comme ça, pour les 5 extensions. Alors bien sûr, peut-être que vous ne serez pas intéressé par toutes, mais ils ont bien évidemment bien mélangé perso récent et perso ancien dans toutes les boîtes pour qu'il y ait toujours quelque chose qui nous donne envie de baquer, bien sûr. Par exemple, Jun et Leroy, je connais pas. Xiaoyu et Panda, je connais, donc j'ai un peu envie, même si je connais pas les 2 premiers par exemple. Dans la boîte 2, alors franchement, comment ils ont pu se démerder pour ne pas mettre Heihachi dans la boîte de base? C'est un personnage central du truc. Leina, Lee, connais pas. Kuma, connais. Ensuite, troisième boîte, on a Azucena, connais pas. Léo, connais pas. Lily, connais pas. Shahin, connais pas. Alors pour le coup, j'en connais aucun. Ensuite, quatrième boîte, on a Lydia, Eddie, Victor et Raven. Là, pour le coup, je ne connais que Eddie. C'était mon personnage préféré. Le mec qui faisait de la capoeira, il était inarrêtable. Et surtout, il était hyper facile à jouer, hyper maniable. Et puis, extension 5, Lars, Alissa, Claudio et Zafina. Alors là, pour le coup, je les connais pas du tout non plus. Tous. Voilà donc pour les 5 extensions. Les personnages, ensuite, on va vous présenter bien sûr tous les personnages un par un avec leur propre spécificité, hein, bien évidemment. Alors que la miniature est quand même toujours très très classe, bien sûr. On aura le set de cartes, le deck de cartes propre à Jin, bien évidemment, son petit plateau de joueurs, les composants qui sont présents dans, comment dire, dans tous les composants présents pour Jin, en fait, tout simplement. Quelques petits détails sur sa miniature, très très classe, bien sûr. Et puis, toujours un petit peu de précision sur le gameplay de Jin, par exemple. Lui, il sera versatile et il sera maître de l'élément de surprise, on pourra dire. Là, on aura Kazuya Mishima, avec même chose, le détail de tous les composants qui vont avec le personnage, ainsi que ses propres petites spécificités de gameplay. Et on va voir la même chose pour tous les personnages, avec King, avec Paul Phoenix, avec Nina Williams, etc., etc. Et on va faire
ça jusqu'à la fin pour tous les personnages, y compris ceux des différentes extensions. On va aussi voir les différents stages sur lesquels on va évoluer. Par exemple, Sanctum. Et un Sanctum, vous voyez qu'il y a des cases avec un petit 1 dessus, avec un petit liseré rose fluo comme ça. Ben, ces cases-là, elles vont impacter le cours de la partie. Toujours pour chaque stage, vous allez avoir un petit gimmick et un petit event. Le gimmick ici, c'est que vous pourrez péter des murs et ça pourra être à votre avantage puisque vous allez pouvoir donc forcer votre adversaire contre un mur et défoncer le mur qui se trouve derrière pour faire encore plus de dégâts et puis augmenter la taille du plateau. Event, il y aura des pierres qui vont tomber du plafond à cause des impacts de vos coups. Et si un challenger, un des deux combattants se trouve sur un endroit dangereux, avec des risques d'éboulement justement, eh bien il perdra des points de vie lui aussi. Et donc chaque stage va avoir ses propres petites spécificités qui vont impacter directement le gameplay avec un gimmick et avec un event potentiel. Donc ça peut être assez intéressant pour renouveler le gameplay à chaque fois qu'on va avoir une partie, des personnages différents, des lieux différents, ça c'est assez intéressant. Et on pourra aussi y jouer en solo avec par exemple le boss ici, le Azazel, que l'on pourra affronter. Ensuite on a ici Devil Kazuya, bref. On aura encore donc de nouveaux lieux sur lesquels on pourra s'affronter. On va voir les descriptifs d'autres personnages. On a ici le descriptif du King of Iron Fist Tournament, donc le fameux tournoi, avec le petit plateau pour les tournois justement. De 3 à 5 joueurs, 4 à 6 joueurs, 7 joueurs, 8 joueurs. Donc il y aura plusieurs formules, plusieurs configurations possibles pour vos tournois. On voit un petit peu plus de détails pour les extensions. On va jusqu'à 5. Et là, on voit qu'il y a des extensions qui n'ont pas encore été révélées. Donc peut-être encore plus de personnages, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, vous ne les voyez pas, vous ne le voyez pas au singulier ici, mais notre cher camarade Nyx va faire une vidéo prochainement sur le sujet, je crois. D'ailleurs, il avait déjà fait un, comment dirais-je, un avant-goût il y a 2-3 mois ça, où il avait reçu le prototype déjà à l'époque. Il avait fait une première vidéo, comment dirais-je, d'entrée en la matière pour présenter très brièvement le jeu. Mais il devrait faire une vraie belle review d'ici peu, je pense. Et il a été un peu pris de court par la campagne qui s'est lancée un petit peu sans préavis, on va dire. Il pensait que ça arriverait un petit peu plus tard. C'est pour ça que vous n'avez pas encore la review sur la chaîne pour l'instant. Je fais les excuses de Nyx à sa place. C'est beau, hein, l'amitié. Bisounours, forever. Bref, quoi qu'il en soit. On continue, on va aller voir un petit peu le shipping. J'ai pas trop parlé en vrai du gameplay, hein, mais bon, ça, vous verrez bien un petit peu la vidéo de Nyx le fera avec beaucoup plus de détails. On va pas prendre trop de temps là-dessus. Attention pour la version française, hein, si vous voulez la version française et non pas la version originale, il y aura une livraison un peu plus tardive que la version anglaise. Donc ça, sachez-le, puisque la livraison commencera en avril 2026, en tout cas pour l'anglais. Pour les versions traduites, donc comme le français, ce sera 3 mois après, donc probablement aux alentours de juillet-août 2026. Et donc pour le shipping, si vous prenez le starter set, donc uniquement 2 personnages, pour l'Union Européenne ce sera 11 €, et si vous prenez le core set, ce sera 17 €. Pour le reste de l'Europe, c'est 37 à 42. Ouf, la vache, le bon est assez affolant. Pour nos amis suisses, par exemple, ça pique. Pour le Canada, c'est 18 ou 21. Pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, on est 35-59. Ça pique très méchamment aussi. Alors qu'au Japon, Tekken, à mon avis, ça pourrait plutôt bien marcher. C'est comme un jeu japonais à la base de Namco, si mes souvenirs sont bons. Donc ça pourrait être un truc qui marche bien. 59 € de trade port. Et en même temps, il n'y a même pas le japonais. Peut-être pour des problèmes de licence d'ailleurs. C'est bien possible en fait. Les Japonais sont parfois un petit peu chiants avec leur licence, y compris sur leur propre territoire. Ils peuvent accepter de vendre leur licence pour l'étranger, mais pas pour leur propre territoire par exemple. C'est parfois un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça impacte si on prend des add-ons? Si on prend les 5 extensions de personnages par exemple, est-ce que ça vient changer quelque chose? Ouais, final weight, donc le poids final de votre colis pourra impacter la livraison aussi. Bah, pour l'instant, on ne sait pas du coup. Donc, faites attention quand même. Si vous prenez les
les add-ons. J'imagine qu'il y aura plus de détails par la suite, mais en l'état, pas facile de savoir exactement combien ça pourrait vous coûter si vous prenez un peu le all-in, si je puis dire, quoi. Ça, on verra bien. Mais donc c'est après tout. Restez un petit peu sur le qui-vive pour ceux qui sont vraiment intéressés, parce qu'il y a encore 2 extensions qui n'ont pas été révélées. Donc j'imagine que dans quelques jours, ce sera le cas. Et puis dans quelques jours, vous aurez probablement aussi la vidéo de notre très cher Nyx sur le sujet. Et du coup, bah, c'est tout pour le menu crowdfunding du 10 août 2025. Xavier et moi, on est en vacances, ça fait plaisir. On va essayer de pouvoir jouer un petit peu plus qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, aujourd'hui même, on a joué sans faire de vidéo, juste pour le plaisir. On a testé Tidal Blades 2, donc le jeu comment dirais-je, en campagne. C'est un peu un boss battler, peut-être un dungeon crawler, on verra par la suite, mais pour l'instant plutôt un boss battler. C'était plutôt cool d'ailleurs, il y a un système assez intéressant, mais on en reparlera. Et puis on a aussi fait notre première partie sur Robo Rescue, qui est un prototype que l'on couvrira très prochainement sur la chaîne, avec une review et également une vidéo de gameplay, parce que ça nous a été demandé par l'éditeur. D'ici là, de toute façon, eh ben, on se retrouvera pour un prochain menu crowdfunding, peut-être pour d'autres vidéos. On a 2-3 vidéos prévues avec Xavier dans les semaines à venir. Je vais peut-être en faire 1 ou 2 en solo également. De toute façon, il y aura le pourboire et déboire du mois de juillet qui vient de se terminer, de toute façon, ça c'est sûr. Mais bref, il y aura un peu plus de vidéos que je pense que d'habitude, parce qu'on est en vacances, donc on peut bosser un petit peu plus sur la chaîne, bien évidemment. Donc d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, bien évidemment. J'espère que vous aussi profitez de vos vacances si vous en avez encore. Si c'est déjà fini, bah vous en avez déjà eu. On va pas râler non plus, hein. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.